Bonjour à tous, merci, vous m'entendez bien? Voilà. Donc en effet, le titre que j'ai choisi, c'est «De quoi la matière est-elle le nom?» qui est la question qui va servir sans doute à éclairer les conférences qui vont suivre. Les physiciens d'aujourd'hui, en général, se présentent comme des héritiers, de dignes héritiers de Démocrite ou d'autres atomistes de l'Antiquité, c'est-à-dire ce sont des gens qui cherchent des entités les plus petites possibles, qui soient indivisibles, insécables, ce qu'on appelle aujourd'hui des particules élémentaires. D'ailleurs, quand vous regardez la brochure d'un grand laboratoire de physique, en général, dès la première page, on vous présente un buste de Démocrite qui est aussitôt célébré pour avoir jeté les bases à tout jamais solides de la physique. Et mon propos, en 15 minutes, donc, va être de tenter de vous montrer que la tradition, en l'occurrence, n'est jamais invoquée que pour légitimer une démarche qui s'en détourne. Je veux dire par là que l'atome des physiciens, l'atome qui existe vraiment, est un atome qui n'a rien à voir avec l'atome des Grecs. En fait, l'atome qu'on a découvert est un atome qui n'a aucune des propriétés que les Grecs accordaient aux atomes. Alors évidemment, quand je dis cela, et que j'ajoute qu'en plus, l'atome des Grecs, on le sait, n'existe pas, on est tenté de dire, ah ben, les Grecs se sont trompés, on peut même les ridiculiser. Et c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire, puisque d'abord c'était des génies. Et ensuite, pour une raison plus fondamentale, qui est que les choses qui n'existent pas pour rien. Autrement dit, c'est parce que les Grecs ont pensé l'objet atome que des débats, des discussions ont porté autour de cette notion pendant des siècles, jusqu'à ce qu'en 1906, Jean Perrin, le père de Francis Perrin, qui était le deuxième administrateur général du CEA, découvre expérimentalement l'atome. Et très rapidement, on s'est rendu compte que l'atome, d'abord, échappe à son étymologie, il n'est pas insécable, donc il ne mérite pas le nom d'atome, et d'autre part, il a toutes sortes de propriétés que les Grecs n'avaient pas envisagées, à commencer par le fait que, par exemple, il n'y a pas toujours des atomes, ils ont une histoire, une généalogie, que Roland Luc racontera en partie, et d'autres après lui. Et donc, on pourrait se dire, mais finalement, c'est une question d'échelle. Le vrai atome d'aujourd'hui, ce sont les particules élémentaires. Et en effet, quand on veut faire vite et ne pas faire d'histoire, on présente encore aujourd'hui la physique des particules comme s'inscrivant dans la tradition amorcée par Démocrite, Leucippe, Épicure, Lucrèce et tous les autres atomistes. Et ce que je vais essayer de faire, c'est donc de critiquer, ou d'interroger, de commenter cette façon de parler en montrant qu'elle est inexacte. Bon. Alors, commençons par l'étymologie. Historiquement, le mot matière est un mot qui désigne de façon assez confuse l'idée de génération, d'engendrement. La matière, c'est ce truc, cette espèce de matrice commune qui permet à toutes les autres choses de s'engendrer. Évidemment, ce n'est pas très précis, et on pourrait tenter de trouver une définition un peu plus claire. Et on bute là sur une difficulté, c'est que la matière, l'idée de matière est un concept fondamental. Décrire un concept ou le définir, c'est le rapporter à un autre concept plus fondamental que lui. Mais qu'est-ce qui peut être plus fondamental que ce qui est déjà fondamental? Et donc on a une difficulté qui fait que les physiciens ont toujours du mal à répondre à des questions comme qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que la matière? Alors on peut se tourner du côté des philosophes qui ont proposé des définitions, mais ces définitions sont toujours apophatiques, comme ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire ce sont des définitions qui disent la matière en disant ce qu'elle n'est pas. Ils l'opposent à l'esprit, à la pensée. Bon, je sais que pour cet exposé, on n'a pas le droit à des notes, mais quand même, j'ai trouvé dans le dictionnaire philosophique cette définition de la matière. On appelle matière tout ce qui existe indépendamment de la pensée ou de l'esprit. C'est la partie non spirituelle du réel. Elle est sans conscience, sans mémoire, sans discours, sans projet ni volonté. Donc voilà, on dit la matière par le contraire de la matière. Et l'esprit, la conscience, on va les définir dans une autre entrée du dictionnaire par le contraire de la matière. Et donc ça tourne en rond, et on voit que certains ont sans doute raison, comme Ernst Mach, de dire que l'idée de matière est le point aveugle de la pensée scientifique. Mais si je dis ça, et si je propose ceci comme conclusion, sachant que j'ai encore un quart d'heure, je serai embarrassé. Donc je vais quand même continuer
en essayant d'échapper à cette perspective de l'impasse. Vous savez sans doute qu'on fête ces jours-ci les 100 ans de la naissance de Roland Barthes, auquel je voudrais rendre hommage en rappelant cette phrase qui est une sorte de mise en garde qui va m'être utile dans la suite. Il écrit dans Mythologie: l'image est plus impérative que l'écriture, elle impose la signification d'un coup sans l'analyser, sans la disperser. Ce qu'il explique là, et ça vaut surtout pour les images de science, c'est qu'il y a une autorité de l'image, une espèce d'éloquence spontanée de l'image. C'est-à-dire que l'image impose d'emblée ce qu'ils font penser de ce qu'elle montre. Alors ce que je vais vous montrer, c'est que souvent, les images de science montrent le contraire de ce qu'elles démontrent. Et l'exemple que je prends, sachant que nous vivons dans un monde de brut, est un monde au contraire plein de douceur, je vais vous parler de musique de chambre, plus exactement de musique de chambre à bulles. Les chambres à bulles sont des détecteurs qui ont été inventés en 1953, donc un peu moins de 10 ans après la création du CEA. Le CEA, d'ailleurs, en a fabriqué plusieurs qui ont eu beaucoup de succès, qui ont permis des découvertes importantes. Et l'idée, c'est qu'elle montre la trajectoire des particules, elle montre finalement la chorégraphie de la matière à toute petite échelle. Et ça produit une sorte de beauté assez paisible parce que les collisions, qui sont en fait très violentes, lorsqu'elles sont figées sur la pellicule, donnent l'impression d'une beauté très pacifique, très harmonieuse. En réalité, c'est un monde très violent qui se montre là. Alors, l'inventeur de la chambre à bulles, c'est un physicien américain qui s'appelle Ronald Glaser, qui a eu le prix Nobel en 1960. Et la rumeur dit qu'il a eu l'idée de la chambre à bulles en regardant des heures durant les bulles monter dans son verre de bière. La rumeur ajoute même qu'il passait des heures et des heures à coincer la bulle, justement, dans un bar américain de Ann Arbor qui s'appelait The Brown Jug, ce qu'on peut traduire par la brune, la cruche brune. Je pense que les blonds qui sont dans la salle entendront ces deux mots comme sonnant une sorte de revanche. Bon. Alors, comment est-ce que ça marche, une chambre à bulles? Évidemment, le principe de fonctionnement, vous le connaissez, c'est la cocotte minute. C'est-à-dire que quand vous mettez sous pression un liquide qui est en train de chauffer et que brutalement vous relâchez la pression, il va non pas se mettre à bouillir tout de suite, mais rester dans un état métastable. Et toute petite perturbation va déclencher l'ébullition, c'est-à-dire la formation de bulles. Et en général, on dit que le principe de fonctionnement ressemble à celui par lequel on comprend la formation des traînées des avions dans le ciel. En fait, de la même façon, les avions laissent une traînée dans le ciel qui est visible à l'œil nu, et on explique le fonctionnement de la chambre à bulles par cette métaphore qui a l'air, ou cette analogie qui a l'air assez éloquente. Mais en fait, elle est fausse. Elle est fausse parce qu'elle invite à penser que les particules qui laissent ces traces, en fait, sont des corpuscules, c'est-à-dire des petits points matériels qui laissent sur leur passage une trace nette qui est courbée par le champ magnétique de la chambre. Quand il y a des collisions, évidemment, ça provoque des gerbes de nouvelles particules qui elles-mêmes vont laisser des traces, elles sont chargées en tout cas. Et en utilisant cette analogie, on conclut que finalement, les particules que nous voyons, par l'intermédiaire des traces qu'elles laissent dans le liquide, sont des objets concrets, bien localisés dans l'espace et ayant une trajectoire bien définie. Or, c'est une interprétation qui est trop rapide. D'abord parce que rien ne prouve que les particules, avant d'entrer dans la chambre, avaient une trajectoire bien définie. Et de fait, il y a un calcul très important, fondateur, qui a été fait par Heisenberg, Werner Heisenberg, un des pères de la mécanique quantique, qui montre que pour comprendre la formation de ces trajectoires, il faut représenter les particules non pas par des corpuscules, mais par des ondes. Des ondes un peu comme la houle sur l'Atlantique, qui n'a pas de trajectoire bien définie. Et c'est la description ondulatoire de ces objets, et elle seulement, qui permet de comprendre que la particule entrant dans la chambre va provoquer un alignement des bulles qui va former la trajectoire que nous observons. Autrement dit, cette image, et c'est ce qui donne raison à Roland Barthes, nous fait croire que les particules sont des corpuscules. En réalité, on ne peut comprendre cette image qui nous fait croire qu'elles sont des corpuscules qu'en imaginant qu'elles ne sont pas des corpuscules.
Et donc la morale de l'histoire, c'est que on peut avoir un comportement qui a l'air d'être corpusculaire sans être corpusculaire. L'autre chose que je voulais expliquer, c'est que, évidemment, les physiciens, vous le savez, ont identifié une communauté de substances. C'est-à-dire qu'ils savent que tous les objets matériels sont faits des mêmes particules, qu'il s'agisse d'une étoile, de diamants, de l'œil d'un chat ou de n'importe quoi d'autre. Ce sont les mêmes entités constitutives qu'on trouve dans tous ces éléments. Donc il y a une sorte d'unité de substance de la matière. Simplement, la matière dont parlent les physiciens, c'est une matière qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire que pour la comprendre, pour l'étudier, il faut utiliser des stratagèmes. Et finalement, il y a deux sortes de contacts possibles avec la matière. Il y a un premier contact qui est un contact direct, brutal. On la touche, on la sent, et à partir de cette première impression, on infère à son sujet qu'elle a des propriétés qui sont par exemple d'être solide, d'être localisée dans l'espace, d'être impénétrable, etc. Et il y a une autre approche qui est celle des physiciens. C'est une approche en miroir, c'est-à-dire une approche qui consiste à jouer d'une correspondance entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire qu'on remplace la présence immédiate des choses matérielles par une mise en concept. En fait, on demande à la matière d'aller se faire voir ailleurs, et par un jeu subtil d'équations, de mesures, d'expériences, on revient vers elle pour dire qui elle est. Et ce faisant, on découvre souvent que des lois qui nous semblent vraies à l'échelle macroscopique, à l'échelle qui est la nôtre dans la vie quotidienne, perdent pied dans le monde des particules. Là, j'ai rappelé, toujours dans le dictionnaire philosophique, mais plus ancien, celui de Voltaire, quelques propriétés spontanées qu'on attribue à cette époque-là à la matière. Donc, elle est solide, résistante, gravitante, divisible, mobile, etc. Et sur quelques exemples, je vais vous montrer que ces propriétés de la matière, qui nous semblent évidentes, en fait, sont fausses. Alors, par exemple, à notre échelle, là, ce n'est pas notre échelle, hein, ça c'est un cliché, une collision qui a été faite au LHC, le Large Hadron Collider, auquel le CEA a contribué, qui a permis la découverte du boson de Higgs en 2012. Mais à notre échelle, vous êtes d'accord avec moi pour dire que la matière se conserve. Évidemment, la matière peut se transformer. Par exemple, une bûche qu'on embrase devient cendre. Un glaçon qu'on met au soleil devient de l'eau liquide. Donc la matière se transforme. Mais en tant que matière, elle demeure. C'est-à-dire, la matière ne peut pas devenir rien. Et la matière ne peut pas apparaître à partir de rien. Par exemple, si vous mettez un bloc de matière dans une boîte, pendant autant de temps que vous voudrez, et quand vous reviendrez ouvrir la boîte, vous constaterez que le bloc de matière est toujours là. Et s'il n'y est pas, c'est que quelqu'un l'a pris, l'a déplacé ou l'a volé. Et d'ailleurs, cette conservation de la matière, c'est la loi que vous pourrez invoquer si, en sortant d'ici, vous constatez que votre scooter ou votre vélo n'est pas à l'endroit que vous aviez laissé. C'est parce que la matière se conserve que vous pourrez faire une déclaration de vol. Donc nous vivons avec ça. Autre exemple, si je prends deux verres en verre, collision, ça fait des débris. Je les ramasse, et si j'ai beaucoup de patience et un peu de colle, je peux remettre ensemble ces débris et reconstituer les verres qui ont subi la collision. Autrement dit, dans cette opération, nulle matière nouvelle n'est apparue, et nulle matière qui était là avant la collision n'a disparu. Donc il y a eu une conservation de la matière. C'est ce que nous voyons tous les jours. Eh bien, à l'échelle des particules, c'est complètement faux. Voilà une collision du LHC. Donc, mes collègues vous expliqueront plus en détail en quoi consistent ces collisions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a deux particules incidentes qui entrent en collision. Et ça engendre toutes sortes de nouvelles particules, dont on dit souvent qu'elles sont les débris des particules incidentes. Et là, j'ai vu des vieilles brochures du CEA ou de la presse parlant du CEA dans les années 60. Des journalistes parlaient des physiciens comme étant des gens qui brisent les atomes. C'est-à-dire qui, en fait, cassent les atomes en montrant de quoi ils sont constitués.
Or, dans ce phénomène-là, on voit apparaître des particules qui n'étaient pas là avant. On n'a pas cassé des particules incidentes. Et pour ceux d'entre nous qui croient encore que la masse se conserve, je leur livre pour leur réflexion la donnée suivante. Si vous mesurez la somme des masses de toutes les particules qui sont engendrées par cette collision, vous verrez qu'elle est bien plus élevée, ça dépend de l'énergie des particules incidentes, que la masse totale des deux particules qui sont entrées en collision. Donc dans cette affaire, la masse, la matière ne s'est absolument pas conservée. On a créé de la masse. On a créé de la masse. Ce qui est conservé, c'est autre chose de plus abstrait, qui est l'énergie. En fait, l'énergie cinématique de mouvement des particules incidentes est devenue la matière. C'est la formule d'Einstein que vous connaissez. Et ça, c'est une formule assez étonnante parce que ce qu'elle implique, c'est que la propriété d'un objet peut devenir un autre objet. En l'occurrence, la vitesse ou l'énergie des particules incidentes devient de nouvelles particules. C'est aussi étonnant que si je vous disais que les deux verres dont je parlais tout à l'heure qui rentrent en collision avaient, par le seul fait de leur collision, engendré une bouteille d'eau et une bouteille de vin, par exemple. Ou si je vous disais que la hauteur de la tour Montparnasse a pu engendrer la tour Eiffel. Enfin, chronologiquement, c'est l'inverse, mais bon. Voilà, c'est ça qui se passe. On crée de la masse et de la matière, donc, à partir de l'énergie. Bon. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça en physique aujourd'hui? En disant qu'en l'occurrence, on n'a rien cassé du tout, on a simplement chauffé le vide quantique. Alors, vous savez, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, il y a eu toutes sortes de débats à propos de l'existence du vide. Il y avait des arguments philosophiques pour dire que le vide ne pouvait pas exister, et puis il y avait d'autres arguments tout aussi philosophiques pour dire que le vide devait exister. Aujourd'hui, nous savons que le vide existe, sauf que le vide qui existe n'est pas vide. Là, on continue de l'appeler vide, mais en fait, il est plein de trucs. Ça, c'est la mécanique quantique qui nous l'enseigne. Si vous prenez je sais pas, un récipient dans lequel vous faites le vide complet, c'est-à-dire vous enlevez toutes les particules de rayonnement, de matière, ben, la mécanique quantique vous dit qu'une fois que vous avez fait cette opération d'élimination de tout ce que contient la boîte, il restera quand même dans la boîte de la lumière fatiguée, c'est-à-dire des champs quantiques dans un état fondamental de plus basse énergie. Et ces champs quantiques, vous ne pourrez pas les retirer quand ils sont dans l'état fondamental. Ils sont en quelque sorte dans une relation d'adhérence avec l'espace et le temps. Ils sont là. Et ça correspond à ce qu'on appelle des particules virtuelles. C'est un mot qui est mal choisi. Ce sont des particules bien réelles, mais qui n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment. Autrement dit, elles ont une énergie qui est inférieure à mc carré, m étant leur masse, c'est la vitesse de la lumière. Et donc elles sont un peu endormies, un peu comme des belles au bois dormant, réclamant, pour exister vraiment, qu'on leur donne l'énergie qui leur manque. Or, c'est ça que font les collisions de particules, qu'on fait dans les collisionneurs du CERN ou d'ailleurs. C'est-à-dire que dans un petit volume d'espace-temps, l'énergie des particules incidentes va chauffer le vide quantique et donner aux particules qui sont là, endormies, l'énergie qui leur manque. Elles vont en plus prendre un peu d'énergie cinétique qui va les faire sortir, de sorte qu'on pourra les détecter. Et oui, vous voyez que l'image qu'on doit se faire du vide est complètement changée, même si le mot par lequel on le désigne est resté le même. Ensuite, autre idée courante qui se trouve complètement, c'est la fin. Bon, ben, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que dans notre esprit, masse et matière, ça va ensemble. Et qu'en réalité, et ça sera l'exposé de Nathalie Besson tout à l'heure, il faut penser maintenant séparément le concept de masse et le concept de matière. Autrement dit, si les particules élémentaires ont une masse, c'est parce que le vide n'est pas vide. Il contient un champ avec lequel elles interagissent, qui leur donne la masse effective qu'elles ont. Et pour conclure, imaginez qu'un jour, quelqu'un vous demande l'idée de matière, se serait-elle déchosifiée? Bon, la probabilité que quelqu'un vous pose cette question est presque nulle. Mais si jamais l'événement se produisait, à votre place, je répondrais oui. Voilà. Merci pour votre attention.